Bonsoir Yvan Jablonka. Bonsoir. Vous êtes historien, écrivain et vous publiez ce livre passionnant, Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités. C'est aux éditions du Seuil. Vous y interrogez le mythe écrasant de la virilité. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Vous dénoncez le machisme ambiant, une machine à dominer, ringarde et néfaste. Pour les femmes comme pour les hommes, on va le voir avec vous. Des thèmes au centre d'une soirée spéciale ce soir sur France 2, Infrarouge, à 23h30, où vous serez aussi avec un très beau documentaire que je vous encourage à regarder. Yvan Jablonka, je le disais, votre livre est un livre fort, mais il bouscule, il ébranle aussi. Quelles ont été les réactions à sa sortie? Je pose la question parce que dans votre ouvrage, vous vous interrogez vous-même sur les débats que ça pourrait susciter. Il y a sans doute eu une surprise, c'est le fait que voilà, je suis un homme et que je prends des positions qui sont à la fois féministes et anti-patriarcales. Et bon, je crois que ce livre a été bien reçu. Il a été un petit peu attaqué sur l'extrême droite, mais enfin, tout ça est normal, je crois. Alors, vous parlez de patriarcat et vous dénoncez justement le poids du patriarcat. Pour bien comprendre, vous dites qu'il faut remonter à ses origines. Alors là, on n'est pas déçu du voyage parce que ça remonte à plusieurs milliers d'années. Oui, je me suis demandé à partir de quand on pouvait dater l'apparition définitive de l'installation de sociétés comme la nôtre, c'est-à-dire des sociétés où ce sont les hommes qui dominent. Et ma conclusion, c'est qu'on peut remonter loin, 30 000, 40 000 années par rapport à notre présent. Ce qui est sûr, c'est que c'est à partir de la fin du néolithique, c'est-à-dire il y a environ 6 000 ans, qu'on est définitivement dans des sociétés de type patriarcal. Avec quoi, en gros, des hommes qui découvrent le monde et des femmes qui restent à la maison, déjà, il y a 6 000 ans? En gros. Et puis, par exemple, dès lors que l'État est créé, il est immédiatement patriarcal. Ça veut dire que ce sont des hommes qui, tout de suite, monopolisent les positions de pouvoir. Les systèmes d'écriture sont aussi immédiatement masculins. Et puis, quand il y a des armes de guerre, il y a à peu près 4 000, 5 000 ans, c'est aussi tout de suite les hommes qui les accaparent. Alors, est-ce que la vision de l'homme a changé aujourd'hui? On est à l'ère post-MeToo. Est-ce que vous diriez que ça a impacté le comportement des hommes? Je dirais qu'on est encore globalement dans une société patriarcale. C'est-à-dire que globalement, c'est encore les hommes qui ont les pouvoirs politiques, économiques, militaires. Mais tout ça, ça renvoie pas à la faute des uns et au fait que les autres seraient victimes. C'est aussi un système qui nous domine. Par exemple, on a tous les deux une carte de sécurité sociale. Moi, c'est 1, vous, c'est 2. Et donc 2, ça vient après 1, c'est ça? Voilà. La femme après Vous l'homme. voyez, c'est pas moi méchant, vous gentil, c'est simplement qu'on est dans un système tel que les hommes c'est 1, les femmes c'est 2, et plus généralement, un homme a plutôt la légitimité, l'autorité, l'idée que c'est plutôt un homme qui est capable de créer, alors que les femmes sont cantonnées à ce que j'appelle la fonction femme, c'est-à-dire en fait les fonctions domestiques et maternelles. Vous dites d'ailleurs on est réduit à un ventre. Disons que dans la pensée patriarcale, c'est l'idée que c'est pas que la femme a un ventre, c'est qu'elle est un ventre. C'est l'idée qu'il y a une espèce de vocation féminine en relation avec sa biologie. Alors on voit bien que les stéréotypes ont la vie dure. Je vous propose qu'on regarde la jeune génération. Qu'en pense-t-elle justement dans le documentaire de ce soir réalisé par Cécile Dangean? Elle est allée voir des lycéens. Je vous propose d'en écouter un. Mon père il me dit tout le temps ça, faut pas pleurer dans la vie, t'es un garçon. Donc les gens ils veulent qu'un garçon ça pleure pas, mais des fois ça pleure, en cachette, à la maison, tout seul. Pas devant les gens parce que ça donne une mauvaise image du garçon. Voilà, on ne pleure pas quand on est un homme. Cette culture de la virilité, c'est une affaire aussi de famille, ça se transmet de génération en génération. Oui, je crois. Et puis là, on vient bien de voir dans ces images, c'est ce qu'on appelle la prison du genre. C'est l'idée que quand on est un garçon ou un homme, on ne pleure pas, on doit tenir bon, on doit nier ses failles, sa vulnérabilité, il faut plutôt être un taiseux, refuser toute thérapie quand ça ne va pas bien, parce que justement, il faut montrer sa capacité de résistance. Et tout ça, voilà, c'est une forme d'aliénation masculine. Et donc, je peux dire que là, on pourrait dire que la virilité paye, mais elle se paye aussi. Et le coût, c'est en fait... c'est quoi le coût? Le coût, c'est par exemple une surmortalité masculine. Voilà, alors, on va avoir des chiffres. À travers des accidents de la route ou des maladies cardiovasculaires en liaison avec des addictions. Ça va être aussi certains accidents du travail, une incarcération de masse qui touche les hommes. Voilà, tout ça, c'est la prison du genre. Et
On peut être fier d'être un homme, certes, mais on voit aussi que cette masculinité étroitement définie a un coût. Oui, on voit les chiffres, hein, 96% des prisonniers sont des hommes, 75% des tués sur les routes sont des hommes, 75% des suicides sont commis par des hommes. Est-ce que cette injonction, cette aliénation masculine dont vous parlez, vous l'avez vécu, vous ? Pour que l'historien s'intéresse à ce point-là, à ces questions, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu Oui, dans votre vie de petit garçon ? C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose dont j'ai souffert. C'est vrai que quand j'étais ado, j'étais pas le genre de gars à tomber les filles, j'étais plutôt celui qui aimait bien aller à la bibliothèque, j'aimais bien aussi jouer au foot, mais enfin, je sentais bien que ma masculinité n'était pas conforme. J'en ai un peu souffert, mais ça, après tout, c'est pas bien grave. L'important, c'est que très tôt, je me suis interrogé sur les modèles de masculinité. Qu'est-ce que la masculinité légitime et qu'est-ce que ma masculinité, c'est-à-dire en fait une masculinité un peu illégitime, dissidente et que parfois certains regardaient de haut. Alors oui, ça m'a fait réfléchir. Puis après, j'ai rencontré ma femme et là, j'ai découvert le féminisme. Et donc, 1000 façons d'être un homme, c'est ce que vous dites. Et vous proposez des hommes nouveaux, des hommes plus justes, c'est le titre de votre livre. Peut-être plus facile à dire qu'à faire aussi. Comment est-ce qu'on fait cette révolution ? Je pense que Des hommes justes, c'est un livre qui décrit une utopie. Je ne suis pas moi-même un homme juste et des hommes justes, j'en ai jamais rencontré. En revanche, il y a une réflexion à mener sur un projet de société. Voilà, de quelle masculinité voulons-nous ? Alors, il y a une morale du masculin qu'on peut s'appliquer à soi-même, bien sûr, mais il y a aussi des réformes de structure, des réformes systémiques à mener pour dérégler un système qui est tout aussi systémique et qui s'appelle la domination masculine. Alors c'est quoi ces réformes de structure ? Est-ce que ça passe par des lois ? Ça peut passer. Alors je pense que d'abord, il est important de sécuriser tous les droits des femmes, notamment sur le plan familial, politique, corporel, etc. Et c'est pas le cas, ça n'a pas toujours été le cas en France. Il est donc aussi aider les familles monoparentales, ce que les congés parentaux soient égalitaires, etc. Alors, c'est ça ? Continuons, par exemple, ça peut être aussi le fait de lutter systématiquement contre les pathologies du masculin. Les violences, bien sûr, mais aussi les formes de discrimination et les stéréotypes. Alors maintenant, ensuite, il peut y avoir des réformes plutôt sociales, par exemple, le fait d'essayer de revaloriser les professions qui sont massivement occupées par des femmes, par exemple dans la fonction hospitalière ou dans le secteur socio-éducatif. Le congé parental aussi, qu'on pourrait proposer à égalité aux hommes et aux femmes, et un congé qui serait bien indemnisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On peut aussi réfléchir à la manière dont on peut réformer l'entreprise, imposer la mixité dans les comités exécutifs, ou se demander pourquoi c'est systématiquement les mêmes qu'on interrompt dans les réunions. Tout ça, c'est à la fois des réformes systémiques et ça relève aussi d'une prise de conscience individuelle. Vous proposez aussi quand même de changer la loi, notamment, vous donnez un exemple précis, donc changer le code civil, notamment au moment du mariage. Ça permettrait de rééquilibrer les fameuses tâches ménagères. Pourquoi pas, effectivement. Pourquoi pas ? On sait très bien que quand on passe devant monsieur ou madame le maire, il y a un certain nombre de choses qu'on dit solennellement en mairie, notamment qui on se doit, fidélité, assistance, secours, etc. On pourrait aussi ajouter dans les articles du Code civil qui correspondent au mariage l'idée que les tâches domestiques, ménagères et parentales doivent être réparties à égalité. Ce serait tout simplement une manière de réinjecter dans le Code civil cette égalité à laquelle, par ailleurs, on tient tant. Vous êtes conscient que vous demandez en gros à des hommes d'abandonner des privilèges ? Mais bien sûr, bien sûr. Actuellement, il y a une forme d'archaïsme masculin. Je pense que les hommes sont encore dans l'ancien monde. C'est un monde d'aristocratie masculine et de privilèges. Et à cet égard, c'est plutôt les femmes qui incarnent la modernité, parce que dans une société démocratique, la modernité est du côté de celles qui se battent pour la liberté et l'égalité, et notamment la leur. Donc en ce sens, les hommes sont en train de perdre pied avec la modernité. Donc oui, ce serait une réflexion sur les privilèges de genre, la prépondérance de genre, et puis ce qu'il faut bien appeler une forme d'aristocratie masculine. Oui. Eh bien, à bon entendeur. Merci à vous, Yvan Jablonka. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Des hommes justes. C'est aux éditions du Seuil. On vous retrouve également ce soir, juste après ce très beau documentaire de Cécile Dangean à 23h30 sur France 2. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Je vous dis bonne émission et je vous dis aussi à demain.